Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'économie, de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui calent un peu en Europe, en clôture, on termine en baisse sous les 5600 points à Paris pour le CAC 40. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On est toujours sur le plan de l'actualité microéconomique dans la séquence résultats qui vient de débuter aux États-Unis et qui montera en puissance au cours des prochains jours et des prochaines semaines. On est encore dans les résultats des grandes banques américaines. Goldman Sachs, Bank of America ont publié leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, avec toujours l'idée d'un accueil un peu frais de la part des investisseurs. On avait vu des corrections assez marquées pour les banques américaines qui avaient publié vendredi, Citigroup, JP Morgan et puis surtout Wells Fargo. Les réactions de marché sont neutres au mieux pour Goldman Sachs et Bank of America. Et puis dans la série des résultats, on attend ce soir après clôture des marchés américains les résultats de Netflix, sans doute un des grands gagnants de la pandémie. Évidemment, ce sera à suivre donc après la clôture des marchés américains. On est en train de suivre également l'audition de Janet Yellen devant la commission financière du Sénat en vue de sa confirmation comme secrétaire au Trésor de Joe Biden, dont l'investiture sera évidemment demain. Janet Yellen qui vend le plan de relance américain voulu par Joe Biden. Il faut voir les choses en grand. La faiblesse des taux d'intérêt est une opportunité qu'il faut savoir saisir aujourd'hui pour s'endetter, remettre de l'argent dans l'économie réelle. C'est le moment de Main Street plutôt que celui de Wall Street, estime Janet Yellen. On parlera de tous ces sujets et du marché bien sûr avec nos invités de Planète Marché d'ici quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir sera celui des biotech qui ont vécu une année 2020 exceptionnelle, spectaculaire. Quels sont les enjeux pour 2021? On en parlera avec Sacha Pougel, spécialiste du segment des biotech en Europe et en France. Sacha qui est directeur associé chez Calisté Biotech Advisors. Des marchés qui marquent le pas en Europe après la clôture. Le résumé complet du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,33% à 5598 points. Les investisseurs parisiens qui ont suivi l'actualité des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique aujourd'hui, mais aussi le contenu du discours de Janet Yellen devant le Sénat, tout en gardant un œil sur la situation en Italie. En ce qui concerne l'audition de Janet Yellen devant le Sénat américain qui commençait à 16h heure de Paris, l'intégralité du contenu de l'intervention n'est pas encore connue, mais la future secrétaire au Trésor avait fait part de ses intentions en amont, intention relayée dans plusieurs médias américains. Celle-ci compte défendre le plan de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden devant les sénateurs, en défendant notamment l'idée de faire les choses en grand dans un contexte de taux historiquement bas. Janet Yellen qui défend l'idée que si aucune nouvelle action est prise, le risque de faire face à une récession plus longue et plus douloureuse est réel. Pour défendre sa position, Janet Yellen a fait savoir qu'elle comptait mettre en avant le fait qu'au lieu de creuser le déficit, un tel plan de relance aurait surtout des avantages supérieurs à son coût à long terme. À noter que selon plusieurs observateurs, Janet Yellen aurait également évoqué directement devant le Sénat l'idée d'annuler une partie des mesures du plan fiscal mis en place par Donald Trump en 2017. Les investisseurs parisiens qui ont également suivi de près la situation en Italie aujourd'hui, alors que le Sénat italien, cette fois-ci, doit se prononcer sur un vote de confiance vis-à-vis du gouvernement formé par Giuseppe Conte. Le dirigeant italien qui, après avoir obtenu un vote de confiance de l'Assemblée nationale, espère maintenir son gouvernement depuis le départ de Matteo Renzi et de la quinzaine de sénateurs qui le soutiennent de la coalition gouvernementale. La partie est serrée pour Giuseppe Conte, mais selon Bloomberg, il serait en passe d'obtenir les soutiens nécessaires. Du côté des statistiques, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance dans la journée de l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands. Celui-ci ressort à 61,8 points en janvier, là où Reuters attendait un consensus de 60. Le FMI a pour sa part revu ses prévisions de croissance pour la France. Il estime que le PIB de l'Hexagone reculera de 9% en 2020 avant de rebondir de 5,5% en 2021. Le FMI qui appelle d'ailleurs la France à se préparer dès maintenant à réduire sa dette qu'il trouve trop élevée.
Du côté des valeurs à présent, on notera aux États-Unis tout d'abord les résultats meilleurs que prévus de Bank of America avec un bénéfice par action de 59 cents et les excellents résultats de Goldman Sachs avec un bénéfice par action de 12,08 $, tous deux portés par leurs activités de trading. À Paris à présent, Alstom annonce une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires à 2,05 milliards d'euros. Le groupe confirme au passage ses perspectives pour l'exercice en cours. Alstom vise un chiffre d'affaires annuel de son exercice décalé compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'exploitation comprise, elle, entre 7,7 et 8%. Alstom qui gagne ce soir un peu plus de 6% à la clôture du marché. Danone a reçu de son côté une lettre du fonds Bluebell Capital, entré au capital du groupe français en fin d'année dernière. Le fonds activiste demande notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber, estimant qu'il n'a pas réussi à gérer au mieux l'équilibre entre retour de valeur pour les actionnaires et développement durable. Danone qui n'a pas souhaité commenter ces informations de son côté. Le titre gagne un petit peu plus de 2,5% ce soir. Et du côté du feuilleton Suez-Veolia, Bruno Le Maire a réaffirmé hier être favorable à un tel rapprochement, mais à l'amiable et à une reprise du dialogue. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé de son côté que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative au projet de rachat par Veolia, malgré l'annonce hier d'une lettre d'intention des fonds envoyée par Ardian et GIP. Suez qui perd environ 0,5% ce soir, tandis que Veolia gagne environ 2%. Et on finit par Stellantis qui continue de progresser de son côté, porté par les chiffres du secteur automobile européen. Si le secteur et les deux groupes PSA d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre ont accusé un net recul sur l'année 2020, la tendance s'est inversée en fin d'année. PSA a vu ses ventes progresser de 1,5% au mois de décembre, tandis que Fiat Chrysler a vu ses ventes progresser de 7,5%. L'action Stellantis qui gagne à la clôture ce soir un peu plus de 3%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs suivront de près l'investiture de Joe Biden aux États-Unis tout d'abord, mais aussi du côté des statistiques, l'inflation en zone euro ainsi qu'au Royaume-Uni pour le mois de décembre. Et côté entreprise, ces mêmes investisseurs suivront notamment la publication des résultats du quatrième trimestre de Morgan Stanley ainsi que de Procter & Gamble. Merci Nicolas. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi nous accompagne, stratège de Cholet-Dupont. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Et l'autre Vincent ce soir, c'est Vincent Lecartier, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir à vous Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On va parler de Janet Yellen, des États-Unis, l'investiture demain de Joe Biden et ce qu'on peut attendre en termes de signal déjà et puis de déploiement du plan de relance et de son impact sur l'activité économique aux États-Unis, l'impact sur les marchés. Mais quand même peut-être un mot de la pandémie pour commencer, Vincent Genzi, qui a l'air d'être assez mal maîtrisée, pour ne pas dire autre chose. On a compris que les marchés avaient fait le pari des vaccins, regardaient à travers avec le soutien des États et des banques centrales. Est-ce qu'on est toujours dans ce schéma-là ou est-ce que, avec une pandémie qui est toujours plus virulente, est-ce qu'il faut peut-être se poser quelques questions en ce début d'année ? On est toujours dans le même schéma, mais c'est vrai que l'apparition de ces virus mutants qui accélèrent la contagion donne un peu maintenant une allure de course de vitesse entre les campagnes de vaccination et cette rediffusion de l'épidémie. Ce qui est important, c'est de regarder quand même les mortalités. On voit que la létalité des nouveaux virus n'est pas plus importante, que pour l'instant, les vaccins, d'après ce que l'on entend, restent efficaces contre ces nouveaux virus, à confirmer. Mais enfin, c'est ce qui est dit par les sociétés qui les produisent. Et puis, c'est surtout la montée en puissance, la montée en charge du rythme des vaccinations. Ouais. Et là, on est dans un process quasi industriel de fabrication des vaccins, de transport, de logistique, de vaccination des personnes. Ça patine forcément, c'est quand même des projets monstrueux, donc ça me semble assez logique finalement que ça patine, même si certains pays s'en sortent mieux que d'autres pour 36 000 raisons. Mais je crois quand même qu'on va avoir cette phase d'accélération de la vaccination et qu'on va arriver bien sûr à maîtriser le phénomène. Mais pour l'instant, on est dans la phase où les marchés peuvent se poser des questions. Ceci étant, les questions, ils y répondent, puisque les marchés ne faiblissent pas spécialement. Non, ils soufflent après avoir bien monté, oui, mais ils sont plutôt résilients. Ils sont assez résilients.
Ouais. On peut se permettre de tirer un trait peut-être sur une partie du premier trimestre. Certains attendent une croissance négative aux États-Unis. Peut-être qu'en Europe, effectivement, on verra à nouveau des chiffres de PIB un peu décevants. On peut se permettre d'être déçu encore sur un trimestre, là ? Je crois qu'il ne faut pas être excessivement optimiste. Parce qu'effectivement, il peut y avoir de nouveaux confinements plus durs. Il y en a déjà dans certains pays européens, pas encore en France. J'espère qu'on en évitera, mais rien n'est moins sûr. Il y a quand même une chose qui m'a assez étonné quand j'ai fait ma stratégie en début d'année et que j'ai regardé les chiffres du mois de décembre, et notamment les PMI qui ont été publiés pour le mois de décembre. Globalement, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi résilients. Aux États-Unis, ils ont même progressé, mais en Europe, l'industrie s'est bien tenue dans un certain nombre de pays. Donc on a l'impression que on vit bien sûr tous avec cette pandémie, mais que l'économie s'adapte, qu'il y a toujours des chocs, qu'il y a des secteurs qui restent durablement impactés, mais que globalement, les chocs négatifs ne sont pas aussi importants que ce que l'on peut craindre. Donc même s'il y avait une phase de confinement en Europe, ce sera rien. Enfin, il n'y aura rien à voir avec, ça ne sera pas de l'ampleur de ce qu'on a connu sur le plan économique avec le premier ou le deuxième trimestre. Ouais, on peut imaginer que le marché le verrait dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque nouveau confinement est moins délétère peut-être que les précédents. J'ai l'impression. Sur l'activité économique. J'ai l'impression. Maintenant, il y a quand même un risque important, c'est que s'il s'avérait qu'à un moment donné, on ait une nouvelle forme de virus et qu'on n'ait pas de vaccin du tout pour répondre à cela, là, je ne réponds de rien. Ça, c'est le Black Swan, quoi. Ouais, enfin, c'est le Black Swan bis, où on repart à zéro. Bon, est-ce qu'on a intégré un scénario un peu trop idéal sur les vaccins à ce stade ? Et c'est vrai qu'on voit que l'urgence reste quand même très importante à ce stade, l'urgence pandémique. Vincent, Ce que je vois, Lecartier. c'est que vous ne parlez que de vaccins, alors qu'il y a aussi des médicaments. C'est vrai. C'est-à-dire que la problématique, c'est la mortalité. Quand vous êtes à l'hôpital, l'important, c'est aussi de soigner, simplement. La personne, c'est pas juste d'essayer de vacciner avant. Et qu'on a quand même fait des progrès là-dessus. Il y a quand même une meilleure maîtrise de la dégradation de l'état de santé des patients. Le deuxième facteur, c'est aussi la météo et l'arrivée du printemps. Puisqu'on a bien vu quand même qu'il y a eu une réaccélération des cas avec l'automne et l'hiver. Il est possible, à défaut d'être probable, que l'arrivée de nouveau du printemps et de l'été calme aussi un petit peu les cas. Donc il faut aussi compter sur d'autres facteurs que la simple vaccination. Moi, ce qui me frappe dans les statistiques que je vois passer, c'est que 90% des vaccinations se font sur 11 pays. Voilà. Donc en clair, on sait très exactement quels sont les pays, ce sont les pays riches. Donc moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est de voir que la montée en puissance de la vaccination est absolument pas généralisée et que du coup, quand bien même les pays développés qui sont en train de faire les vaccinations parviendraient à se restaurer, à avoir une situation sanitaire à peu près maîtrisée. Le monde qui les entoure n'en serait pas là. Exactement. Et ça crée quel type ça veut dire que les échanges qu'on peut espérer voir se restaurer normalement à travers le monde. Donc je prends un exemple concret sur le tourisme. Je ne suis pas certain que le tourisme puisse être restauré du jour au lendemain, simplement parce que la France et les États-Unis et l'Allemagne auront atteint un seuil de vaccination satisfaisant. Donc moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est qu'on est peut-être trop optimiste sur la capacité du monde à redémarrer derrière. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a bien vu que on a des redémarrages de consommation qui sont très très puissants. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que la reprise de l'investissement des entreprises soit forte parce que la priorité, ça va être de préserver la trésorerie. Ouais. On sait très bien que les phases de redémarrage sont celles où vous êtes obligé de reprendre en charge toutes les dépenses et qu'en face de ça, vous n'avez pas encore toutes les recettes. Donc, la phase de redémarrage va être celle qui va être la plus compliquée à gérer. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut absolument que les États ne commettent pas et banques centrales ne commettent surtout pas l'erreur qu'on a pu avoir en 2008-2009. On a voulu refaire de l'austérité beaucoup trop tôt. Il faut impérativement que les États comprennent bien qu'il faut soutenir durablement, c'est-à-dire pendant encore, je pense, au moins 3 ans, l'activité pour que les entreprises puissent réellement de nouveau activer par elles-mêmes leur propre trésorerie. C'est le sens du message de Janet Yellen, on va y venir, mais ça fait écho aussi à la revue annuelle du FMI vis-à-vis de la France, qui a été publiée aujourd'hui. Dans les recommandations du FMI,
il y a écrit noir sur blanc, la France est endettée, ça c'est rien de neuf. Il faut que la France élabore dès aujourd'hui, maintenant, un plan d'assainissement budgétaire à moyen terme qui soit crédible. Le FMI estime que c'est maintenant qu'il faut élaborer cette stratégie. Oui, mais c'est le FMI. C'est le FMI, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans ce cadre de pensée. Je crois qu'ils avaient fait leur aggiornamento, qu'ils avaient fait moi je crois pas. qu'ils avaient viré leur QT vis-à-vis de l'austérité. Là où je peux aller on peut se poser la question du moyen terme quand même. Là où je peux aller dans leur sens, dans le sens du FMI, c'est de dire que la France, comme la plupart des pays d'Europe du Sud, ont une sensibilité particulière au secteur des services. Je pense notamment, une fois encore, à l'hôtellerie, les loisirs, ce genre de choses, le tourisme de façon générale. Ce qui veut dire que leur capacité à se redresser, à redresser leurs finances, va être beaucoup, beaucoup plus compliquée que celle de l'Europe du Nord. Donc on risque d'avoir un fonctionnement en cas de l'économie européenne, ce qui risque potentiellement de poser des problèmes politiques derrière, parce que même si on a trouvé un pseudo-accord l'année dernière sur le fait de fusionner les dettes, j'attends de voir sur la durée comment ça va se passer. Mais, pour l'instant, c'est pour l'urgence pandémique. Hein. Mais pour moi, effectivement, on risque d'avoir une France, une Espagne, une Italie qui vont avoir des problèmes à redresser leurs finances parce qu'elles sont orientées sur des secteurs de services qui vont avoir du mal à se reprendre. Bon, et donc ça veut dire recrise de la dette souveraine en zone euro à un moment. D'accord. Horizon de 3 ans, quoi. Je pense. Ouais. D'accord. Moi, je pense Vincent Guenzi. Il peut être différencié selon les pays. On sait très bien que le problème de la France, c'est qu'elle met l'austérité au mauvais endroit ou elle met les dépenses au mauvais endroit. Donc, quand on dit qu'il faut établir un projet, une trajectoire budgétaire, c'est peut-être aussi un projet de trajectoire budgétaire qui favorise la croissance et pas uniquement des dépenses de redistribution qui ne sont pas productives. Il faut relativiser un peu les choses. Moyennant quoi, il y a peut-être un moyen de trouver une voie. C'est pas facile. De toute manière, je pense que tous les États vont rester fortement endettés. Les recommandations du FMI valent ce qu'elles valent. Après, chaque État reste encore à peu près autonome, mais il y a une gouvernance européenne qui va être là. Et la gouvernance européenne elle-même, c'est quand même beaucoup assoupli. Donc moi je pense que personne n'a envie de recréer une crise mondiale. En revanche, on va demander à chaque pays des efforts ciblés. Ouais. Et ça, ce serait une bonne chose, parce qu'on sortirait grosso modo un peu grandi de cette crise pour notre pays. Non, mais c'est vrai que le FMI est dans un mauvais rôle, mais quand même, l'idée de se dire, voilà, au regard de tout ce qu'on a dépensé, de tout ce qu'on aura mis sur la table, il va falloir quand même penser à un moment au coup d'après. Oui. Ça paraît pas complètement anachronique. Hein. J'ai pas lu ce qu'il disait sur le Japon. Non, alors c'était pas le jour du Japon. Là, c'était la revue annuelle concernant la France. Non, mais tous les pays y passent, bien sûr. Non, sur le Japon, effectivement, j'ai pas vu ce qu'il disait non plus. En tout cas, c'est pas l'Allemagne qui demande effectivement de présenter une trajectoire crédible en matière de finances publiques. Venons-en à Janet Yellen. Alors elle qui, elle nous dit pas totalement l'inverse, parce que Janet Yellen, là, dans son rôle de secrétaire du Trésor, et c'est un mantra généralement repris par ses prédécesseurs, il faut mettre l'économie américaine sur une trajectoire soutenable à terme des finances publiques. Ça, je l'ai entendu répéter plusieurs fois par les patrons de Fed ou les patrons du Trésor américain. Sauf que, pour l'instant, elle nous dit les taux bas sont une opportunité historique, go big, act big, il faut voir les choses en grand. Et elle nous dit d'ailleurs peut-être que ces taux bas sont aussi un changement structurel d'environnement pour nos économies. Qu'est-ce que vous retenez du message de Janet Yellen et de ce que ça veut dire pour les investisseurs? La première chose, c'est que Janet Yellen qui s'exprime n'est plus la présidente de la Fed. Certes. C'est une femme politique, membre d'un gouvernement démocrate, et elle a un discours très politique. Pourquoi a-t-elle un discours politique? Premièrement, parce qu'elle veut remercier les électeurs comme Joe Biden. Donc, think big, l'État peut s'endetter, l'État peut redistribuer. Ça fait partie d'ailleurs des négociations qui étaient déjà en cours avant Noël. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. Mais je pense qu'arrivant au pouvoir, il est important de marquer les choses. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas du tout acquis que le gouvernement américain obtienne une majorité au Sénat pour valider un plan aussi important. 1 900 milliards, c'est pas une enveloppe qui est gravée dans le marbre. Il faut aller chercher 10 sénateurs. Et donc, il y a 10 sénateurs américains à aller convaincre en leur disant... Les taux sont très très bas, donc effectivement on peut en profiter. Et puis c'est pas pour dilapider, c'est pour mettre en place une économie qui pourra croître plus vite et donc avoir la capacité à rembourser de la dette. C'est un discours
très volontariste et très politique, pas très novateur. On peut le juger comme novateur ici parce qu'on a un discours d'une ministre de l'économie démocrate et pas républicaine, mais ça tombe sous le sens. Elle nous dit aussi que le mandat de Joe Biden, ce sera le mandat de Main Street et pas celui de Wall Street. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça, Vincent Lecartier ? Pour moi, on est dans une situation où Janet Yellen essaye de faire passer, comme l'ensemble de l'administration Biden, un plan de relance de la demande. Je pense que ça va être très compliqué à l'approche de la mi-mandat, donc dans 2 ans. Ça va être très compliqué de faire passer un plan socialisant. Donc il faut le faire tout de suite. C'est les 100 premiers jours, quoi. Exactement. Est-ce qu'ils obtiendront les 1900 milliards ? Ça me paraît très peu probable, très peu probable. Donc, je pense qu'il va falloir réduire ça. Mais quand je regarde l'enveloppe des 1900 milliards, son allocation, c'est vraiment de la demande. Il n'y a pour le moment, pour ainsi dire, rien concernant l'offre. Ah bah il nous dit c'est un first step, c'est un premier plan. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc je pense qu'en fait, la stratégie des démocrates est d'essayer de profiter du fait que les républicains soient aujourd'hui assez divisés sur l'héritage Trump et d'essayer de faire passer les mesures sociales parce que plus tard, il n'y aura pas moyen de le faire. Donc je pense que en termes de chronologie, c'est très logique d'essayer de faire passer ça. Par ailleurs, ce qui est certain, c'est que c'est l'Américain de base qui aujourd'hui a aussi besoin d'un soutien, qu'on lui envoie une bouée de sauvetage. Donc en plus, il y a une cohérence entre le contexte et la stratégie politique qui est développée. Donc pour moi, c'est tout à fait logique d'essayer de profiter de l'occasion. Est-ce qu'il faut profiter de taux historiquement bas ? La réponse est oui. Oui. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Prenons le cas de la France, pour faire un parallèle, qui lève aujourd'hui... donc des taux à 50 ans. Oui. 50 échéance 50 ans. Échéance 50 ans. 7 milliards levés, voilà. Donc, 75 milliards de demandes. Pourquoi s'en priver ? À partir du moment où on sait très bien qu'il y a un excès de liquidité, qu'il y a des investisseurs institutionnels qui sont forcés d'aller acheter ces dettes, que vous avez les banques centrales qui sont aujourd'hui forcées également d'aller acheter ces dettes, que vous avez du coup une perspective d'avoir des taux d'intérêt qui sont bas, autant essayer dans un premier temps de faire des levées de capitaux pour faire d'abord le soutien économique qu'il faut pour les ménages, et dans un deuxième temps, et c'est pour ça que je pense qu'il faudra aussi se dépêcher pour essayer de faire le plan de soutien à l'offre aux États-Unis, c'est toujours de profiter de ces circonstances favorables pour essayer de répondre donner à des problèmes de plus structurels. Exactement. Vincent Ganzi. Oui, à propos des problèmes structurels ou des réformes structurelles, vous avez vu que dans son discours, elle a abordé également la hausse du salaire horaire. Oui. Or, on sait maintenant tous, depuis un certain nombre d'années, qu'aux États-Unis, comme dans d'autres pays développés, on a un problème d'équilibre et de répartition des fruits de la croissance. Bon. Et donc là, c'est une démarche politique un peu plus long terme, mais qui peut nourrir aussi à moyen terme une croissance qui est un petit peu plus axée sur la consommation et moins sur l'investissement, en faisant une hausse des salaires aux États-Unis. Ce taux de $15, il est déjà pratiqué par un certain nombre d'entreprises. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas non plus une innovation. Amazon doit même peut-être être au-delà. Voilà. Mais je pense que c'est aussi une manière de tourner la page après des années Trump et puis des années depuis 1980 où on a vu effectivement le partage de la valeur ajoutée progressivement aller davantage d'un côté que de l'autre. Il y a probablement un lent retour de balancier vers davantage de rééquilibrage dans le partage de la valeur ajoutée. Comment est-ce que tout ça se traduit du point de vue des marchés ? On surveille évidemment de très près les taux longs américains, le taux à 10 ans, alors qui grimpe un peu, qui monte un peu en crabe. Voilà, on a monté un peu franchement d'un coup, et puis ça se calme un petit peu depuis quelques jours. Ouais. Est-ce qu'il y a, avec tous les éléments qu'on a sur la table, budgétaire, monétaire, est-ce qu'il y a de la place encore pour que le taux américain à 10 ans grimpe encore ? Oui, probablement un petit peu. D'une part, je dirais la victoire démocrate au Sénat n'était pas tout à fait escomptée. Donc il y a eu une réaction assez forte qui a joué après la victoire des 2 sénateurs démocrates. Ensuite, on a vu une hausse des anticipations d'inflation. Mais aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont déjà revenues à 2%. C'est le niveau où on était avant la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, lucidement, on peut envisager une inflation qui dépasse les 2% dans un horizon de 6 mois, 9 mois, 1 an et demi ? Très, très, très compliqué.
Donc, je ne suis pas sûr que les anticipations d'inflation aillent beaucoup plus haut maintenant. Donc, les taux vont peut-être pas, pour cette raison-là, monter beaucoup plus. Ceci étant, si l'économie redémarre, comme on l'évoquait tout à l'heure, et que cela s'accentue au deuxième semestre, il est possible que la courbe, que la pente des taux augmente un petit peu et que les taux montent un petit peu. Donc, tout le monde est en train de revoir un peu à la hausse les anticipations de hausse des taux. Moi, je pense qu'on arrivera assez facilement à 25, voire un petit peu plus. Après, c'est honnêtement, 10-20 centimes, c'est à la marge, du trait. C'est marginal. Surtout si on regarde les marchés actions, on a une des primes de risque qui sont encore assez favorables. Donc oui, une tendance à la hausse un peu plus forte, une banque centrale qui va quand même, à mon avis, maintenir un discours assez apaisant. Mais tout va dépendre des anticipations d'inflation et du rythme de reprise. Oui, puis il va falloir financer quand même tout ça. Je crois qu'au mois de mars, c'est un mois de mars record en matière d'émissions d'obligations du Trésor américain. Ils vont émettre 400 milliards en mars. Ouais. Je suis d'accord, elle achète beaucoup la Fed, mais elle n'achète pas tout non plus. Ouais. Sur les taux longs américains, Vincent Lecartier. Je sais pas, est-ce qu'il y a aussi peut-être un risque de positionnement de marché, un risque qui est dans le marché à travers le positionnement des investisseurs qui sont quand même très short sur la dette américaine ou sur le dollar aujourd'hui en l'occurrence? Alors quand on regarde, on partait de 1,80, 1,90 en début d'année dernière. Oui. Quand on regarde en 2016, le point bas précédent, il était à 1,35. Donc je pense que le marché, il aura ce 1,35 en tête pour le 10 ans américain. D'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique, ça sera plutôt 1,50, je pense. Ouais. Mais voilà, je pense que la barre de 1,35, elle sera déjà très forte. En termes de financement des levées de capitaux, ce qui est certain, c'est qu'on a des institutions américaines qui sont majeures et qui achètent les obligations qui sont émises par le Trésor. La Fed va participer. Pour moi, la question de la Fed... j'imagine très bien qu'elle puisse modifier sa stratégie, puisqu'aujourd'hui, elle achète de façon systématique les mêmes montants tous les mois. Je pense que c'est une erreur, et je pense qu'elle va probablement se mettre à copier... Elle gaspille des milliards. Oui. Je pense qu'elle va faire bientôt une stratégie un peu à la BCE, c'est-à-dire d'avoir une enveloppe, et ensuite de moduler au mois le mois les achats qui sont effectués, et notamment quand il y a des phases de très grosses émissions, c'est beaucoup plus intelligent d'avoir du coup une capacité d'intervention très forte dans ces phases-là, et derrière, si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'avez plus grand-chose en termes d'émissions, c'est un peu idiot de gaspiller vos munitions pour rien. Ouais. Donc je pense qu'il y a moyen déjà d'ajuster un petit peu les choses de cette manière. De façon générale, je pense que l'intérêt surtout des États-Unis, c'est de continuer de montrer que c'est un pays où on a envie d'investir et donc d'attirer les capitaux étrangers. Moi, c'est ça le vrai sujet, c'est de montrer qu'on retrouve un pays qui fait rêver. Donc, qui fait rêver, ça veut dire qu'il y a des consommateurs. Et ça veut dire qu'il y aura de nouveau une industrie qui va se reconstruire, qui va se transformer, qui va aller vers du propre. Du vert. Voilà. Tout l'argent déployé par les banques centrales, par l'État américain qui irait dans ce sens-là, serait finalement une bonne chose. Je pense. Ouais. Je pense. Ça, c'est le sens du dollar fort, au sens politique du terme, quand Janet Yellen dit on cherche un prix du dollar qui est déterminé par les forces de marché, on ne cherche pas à affaiblir le dollar. En creux, c'est l'idée qu'on veut un dollar fort, mais ce n'est pas juste une question de prix, c'est ça. Attractif. On veut que les États-Unis soient attractifs, donc il faut que le dollar soit suffisamment fort pour que les investisseurs étrangers n'aient pas l'idée qu'ils risquent de perdre une partie de la mise qu'ils ont pu faire en investissant sur les obligations américaines au travers d'une baisse de la devise. Oui, un dollar fort, c'est un soutien au taux bas. Ouais. On n'est pas obligé de remonter les taux. Voilà. La Fed, c'est quoi son prochain mouvement selon vous, Vincent Guenzi ? Est-ce que c'est un mouvement fin 21, début 2022 où elle va commencer à réduire son programme d'achat ? C'est le débat qui est pragmatique. Ou est-ce qu'elle peut augmenter encore ce programme-là aujourd'hui ? Le dernier changement de la Fed, c'était de dire on laissera plus facilement laisser filer l'inflation avant de commencer à remonter les taux. Ouais. Alors, en ce qui concerne la remontée des taux, ce n'est pas pour demain. Non. Maintenant, en ce qui concerne un éventuel tapering, c'est-à-dire une modification de la manière dont la Fed intervient sur le marché des dettes, notamment publiques ou privées, pour acheter des obligations, ou une réduction de ces montants, moi, je pense qu'aujourd'hui, elle ne le sait pas.
Elle ne sait pas encore. Ouais. Elle se dit, voilà, si on a tel scénario, peut-être, mais il faudrait qu'on ait un scénario de reprise quand même bien ancré pour la deuxième partie de l'année, pour qu'éventuellement, dans le courant du deuxième semestre, elle commence à évoquer le sujet. De toute manière, la Fed, elle préparera le marché. Elle n'est plus aujourd'hui à vouloir surprendre les marchés depuis plusieurs années. Donc elle prépare. Pour la dernière fois que quelqu'un a préparé le marché en ce sens-là, c'était Ben Bernanke en mai 2013, si je ne dis pas de bêtises. Ça a provoqué une crise de marché dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui. Ouais. Oh. C'est vrai. Mais il l'avait évoqué avant. Ouais. Donc, après, c'est le mouvement. Hein. Ouais. Mais non, je ne suis pas sûr que le marché était si près que ça. Vous avez raison. Ouais. Mais enfin, bon, là, en plus... Là, il y aura des preuves solides. Ce que vous dites, c'est qu'on attendra des preuves et des évidences solides avant de faire quoi que ce soit de ce point de vue-là. Oui, on a encore un peu de temps devant nous. On parle des résultats peut-être. C'est le début de la saison de résultats du quatrième trimestre. Bon, quelle valeur ont ces résultats? Parce qu'on attend encore des baisses de bénéfices par action. Moins 20% en Europe. Oui, c'est ça, d'accord. Mais ça Quelle va être la valeur de ces résultats et qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas, ça a commencé toujours avec les grandes banques américaines. Je disais en introduction, bon, les réactions de marché ont été un peu froides. Est-ce que c'est lié spécifiquement au secteur bancaire ou est-ce que c'est déjà des marchés qui vendent un peu les nouvelles, quoi? En termes de résultats, il y avait très clairement deux camps. C'est-à-dire qu'il y avait les banques de marché très présentes dans les activités de marché qui ont sorti de résultats bien meilleurs. On le voit avec Goldman Sachs aujourd'hui sur le trading. Par contre, les banques plus de crédit, plus retail, comme Wells Fargo, qui en plus avait déjà des soucis, bon, c'est plus compliqué. Si les marchés réagissent également un peu mollement, c'est parce que ces banques ont quand même déjà fait aussi un beau petit parcours depuis quelques mois. Donc c'est assez logique de ne pas saluer forcément une bonne nouvelle par une hausse supplémentaire. Donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment regarder les quelques résultats qui sont publiés pour faire une projection. Ou d'une manière plus générale, on peut dire que le marché américain ayant déjà bien progressé d'une manière générale, bon, peut-être qu'il faudrait vraiment des très bonnes nouvelles pour que les résultats donnent un impact supplémentaire. Bon, maintenant, quand on regarde l'Europe, je trouve qu'on a quand même plutôt parfois des bonnes surprises à tout ce qui est dit par les entreprises aujourd'hui, par les grosses entreprises. C'est-à-dire, exemple le meilleur exemple, c'était Saint-Gobain. Donc, le marché ne price, en termes de prix, on price déjà beaucoup de bonnes choses, mais en termes de résultats, on ne price pas forcément cette résilience d'un certain nombre de sociétés qui peuvent quand même contrôler les coûts, maîtriser un peu mieux leur cash flow. Et donc, on va sans doute avoir un certain nombre de bonnes surprises dans les publications de résultats. Que vous voyez plutôt dans quel secteur, dans quel domaine, qu'est-ce qui va faire le tri un peu là? C'est très difficile à dire. C'est vraiment stock spécifique. Valeur par valeur. C'est dans tous les compartiments. À quoi sert cette saison de résultats, Vincent? Est-ce qu'elle va permettre de faire le tri, effectivement? Après, Vincent Genzil disait une revalorisation du marché ces derniers mois, notamment pour les valeurs et les secteurs les plus décotés. Est-ce que maintenant, on va faire le tri un peu, et le ménage peut-être, d'ailleurs, dans les portefeuilles, dans tous ces secteurs? D'instinct, j'ai tendance à dire que sur les valeurs de croissance qui étaient celles qu'il fallait avoir l'année dernière pour se protéger de l'effet Covid, donc celles qui ont soit bénéficié, soit qui étaient simplement des secteurs refuges, que sur ces dossiers-là, il va falloir regarder leurs perspectives de croissance et les résultats. Et que pour les autres, c'est plutôt juste les perspectives de croissance. En clair, quels sont les messages qui sont délivrés par les entreprises? Est-ce qu'elles voient le bout du tunnel de façon rapide? Et sinon, dans les paramètres, pour moi, c'est la gestion du cash. C'est la trésorerie qui, pour moi, est le facteur absolument essentiel, parce que c'est celui-là qui vous dit je suis capable de réinvestir, je suis capable de faire de la croissance externe, de financer mon redémarrage, je suis capable de verser du dividende, de faire des rachats d'actions. Enfin, pour moi, c'est le critère principal. C'est celui-là qu'il faut regarder en priorité. Mais pour moi, il faut bel et bien distinguer, je dirais, les values cycliques d'un côté, sur lesquels on regarde vraiment grosso modo que le court terme, c'est-à-dire le semestre, quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et pour les autres, on a un horizon d'investissement qui est plus long. Et là, pour le coup, c'est bel et bien la croissance sur lequel on est particulièrement sensible. Parce que du coup, toute gesticulation sur les taux d'intérêt fait qu'on a un risque sur la valorisation qui est très prononcé. Donc il faut vraiment délivrer pour ces boîtes-là. Et il y a un vrai risque, je sais pas, que le marché est tiré des droites en extrapolant peut-être des croissances dopées au Covid. C'est ça le problème. C'est ça le problème pour moi.
Ouais. C'est pour ça que pour moi... Le risque, il est plutôt dans cette partie-là du marché. Exactement. C'est pour ça que pour moi, le risque de cette phase de publication, il pèse en réalité, paradoxalement, beaucoup plus sur les valeurs de croissance qui sont très valorisées que sur les autres, sur lesquelles on a peu de visibilité. Mais à la limite, elles peuvent surprendre favorablement parce qu'elles peuvent nous redonner un peu de visibilité ou nous rassurer sur la situation de leur trésorerie. Les autres, on a plusieurs critères qui font qu'elles sont à risque. Donc, phase un peu chaude. Juste pour Vincent Genzi. c'est pas uniquement des valeurs de croissance, c'est globalement des sociétés qui ont très bien traversé la crise, quel que soit leur type d'activité, cyclique ou non, du moment qu'ils ont très bien traversé la crise et que ça a été très récompensé au niveau de la progression des cours, c'est effectivement là qu'on peut avoir un peu de déception si il y avait un petit peu moins de bonnes perspectives qui étaient annoncées. Je suis d'accord avec vous. Bon, comment est-ce que vous démarrez l'année avec les portefeuilles ou les recommandations que vous pouvez faire pour vos clients, Vincent? Bon, il y a eu l'allégresse de fin d'année, les vaccins, vous le disiez vous-même, on a intégré déjà beaucoup de bonnes choses. Est-ce que l'heure est à plus de prudence ou est-ce qu'il faut se laisser porter? Quoi les grands déterminants pour vous là, en ce début d'année? On l'a dit tout à l'heure, le premier déterminant en termes de risque, ça reste quand même l'épidémie et la maîtrise de l'épidémie. Donc, il y a des personnes qui restent craintives et qui n'ont pas spécialement envie d'investir. Maintenant, quand on se projette dans une perspective de moyen terme, ce qui est théoriquement l'objectif quand l'horizon d'investissement quand on achète des actions, je pense qu'on est dans un moment où les actions n'ont pas encore délivré l'intégralité du parcours. On est en début de cycle et même dans les valeurs de croissance, il y aura un renouvellement de ce tissu ou des leaders à l'intérieur de ce secteur. Toutes les valeurs de luxe n'ont pas bien performé. Donc, là aussi, ça va tourner. Donc non, on est en début de cycle et on est toujours dans une phase où on peut continuer à acheter des actions. Après, en termes de timing, il est évident que quand on a des hausses assez fortes, comme celle qu'on a connue depuis le mois de novembre, on a tous envie de se dire, bon, il faudrait que ça souffle un petit peu et il faut profiter des opportunités. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités, ça va très très vite. Et quand ça démarre, ça va aussi très vite. Au mois de novembre, en 2 semaines, c'est plié. Donc il faut être investi et c'est le moment de se dire, bon, indépendamment des cycles de court terme, quelles sont mes perspectives de moyen terme? J'ai beaucoup de cash en ce moment, il n'est pas trop tard pour l'investir. On peut le faire progressivement, on peut le faire en profitant des replis quand il y en a. Et surtout, il faut maintenant, je crois, avoir des portefeuilles beaucoup plus équilibrés. L'heure n'est plus à avoir des portefeuilles uniquement anti-Covid et très défensifs. Il faut aller prendre un petit peu de risque. Et les valeurs qui sont les plus sinistrées en termes économiques seront celles qui finiront aussi par délivrer à un moment donné, les compagnies aériennes certainement. Mais il est très difficile de dire à quel moment on va y aller. Je pensais tout à l'heure, quand je vous écoutais, que la différence par rapport à la crise de 2008, où on avait eu quand même un effondrement économique peut-être 3 ou 4 fois moins important que ce que l'on a connu, mais il n'y avait pas eu non plus toutes les mesures de soutien à l'économie aussi importantes que celles qu'on a connues. Mais on était, rappelez-vous, en mars 2009, c'était les augmentations de capital. Pour l'instant, on n'a eu aucune augmentation de capital, ce qui est assez logique. Ni défaut, ni augmentation de capital. Puisque les États ont autorisé le chômage partiel, il y a eu le PGE, et un équivalent dans beaucoup de pays. Donc c'est normal. Mais à un moment donné, il y aura peut-être aussi ça qui reviendra. Est-ce que ça pèsera sur les marchés? Je pense que ça donnera des petits replis sur certaines valeurs et que ça donnera aussi des opportunités. Parce que moi, je trouve qu'en sortie de crise, acheter des sociétés qui font des augmentations de capital, c'est toujours depuis 30 ans, ça a toujours été une superbe opportunité. Par contre, quand tout va bien, une société qui fait une augmentation de capital, c'est que, soit c'est pour financer de la croissance, ou c'est qu'elle a vraiment un vrai business, un problème de business model. Je comprends. Donc logique d'investissement en début de cycle, vous dites. Je crois qu'on a encore quelques années de cycle. Après, le point que je regarde... C'est dommage dans l'économie réelle, on sait qu'on va peut-être les avoir plutôt en 2021. Comme vous dites, il y a eu ce phénomène de protection qui a limité quand même les effets de purge économique. Quand j'entends le président du Crédit Agricole, Philippe Brassac, qui dit à peu près, il y a au moins 50% des entreprises qui vont rembourser le PGE sans aucun problème parce qu'ils ne l'ont même pas consommé, ça me laisse... on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment une noyade de dépôt de bilan? Je pense que ça va être très sectoriel. On peut être très inquiet pour les petits commerces. Mais en ce qui concerne le tissu des entreprises qui sont cotées, je suis toujours un peu trop optimiste. Il y en aura forcément des dépôts de bilan, mais je pense que les États, c'est pour ça que les États vont rester présents aux États-Unis et aussi en Europe pour éviter justement qu'il y ait
d'avoir passé le moment le plus difficile et au moment où ça commence à aller mieux, qu'on ait tous ces chocs qui nous risquent de replonger l'économie dans peut-être pas une récession, enfin de la faire replonger en tout cas. Quand vous dites des portefeuilles plus équilibrés, Vincent, concrètement, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de biais géographique à prendre trop fort, il n'y a pas de biais sectoriel trop fort à mettre dans les portefeuilles. On avait mis un biais assez fort sur les États-Unis. Alors, vu de l'Europe, c'est pas d'avoir 60% d'actions dans des portefeuilles européens, mais enfin, c'était d'avoir 15-20% d'actions américaines. Et déjà, par rapport aux normes historiques, pas mal. Là, on est un petit peu plus neutre sur les États-Unis parce que l'Europe a un côté value, comme d'autres pays, comme le Japon. Et on voit bien que les capitaux reviennent vers la sphère value ou des côtés ou les secteurs en retard d'une manière générale. Donc, je pense que l'Europe a un peu son mot à dire. Et puis, dans ce conseil d'avoir un petit peu moins d'États-Unis, ça sous-entend qu'on n'a pas de couverture. Alors, si on a un petit risque de faiblesse sur le dollar, il est évident que, toutes choses égales par ailleurs, l'Europe performera mieux. Ceci étant, en devise locale, j'ai des perspectives d'appréciation aussi élevées sur le S&P que sur les actions européennes. Donc, si on achète des actions américaines couvertes du risque de change, c'est sans doute très bien aussi. Après, au niveau des secteurs, quand je dis des portefeuilles équilibrés, ça veut dire qu'il ne faut plus être à l'écart des secteurs qu'on n'avait vraiment pas envie d'avoir ces dernières années ou l'année dernière. Donc, les banques, parce qu'elles restent sous-valorisées, même si leur business model n'est toujours pas très favorisé par la courbe des taux, un certain nombre de valeurs cycliques, de valeurs d'automobile, de la construction. Il ne faut pas être short de ces secteurs. Il ne faut certainement pas être short et il faut avoir, de ce point de vue-là, une position assez équilibrée entre les grandes valeurs de croissance de fonds de portefeuille qu'on a tous du mal à vendre, mais qu'on peut écréter un petit peu. Et si on a du new cash et qu'on veut augmenter l'exposition des portefeuilles, je pense qu'il faut aller sur des secteurs qu'on n'avait pas encore en portefeuille et qui restent encore en retard. Comment et où est-ce que vous avez envie d'être investi pour vos clients chez WeSave, Vincent Lecartier? Le fonds de portefeuille, il ne change pas, c'est-à-dire qu'il reste toujours États-Unis croissance. D'accord. Parce qu'on croit à la croissance des États-Unis, on croit au modèle des technos, donc pour ça, on ne change pas d'avis, donc ça reste notre position dominante sur les actions. On a de nouveau un biais fort sur l'Europe, à la fois le côté value et le côté rattrapage de toute la thématique service, c'est-à-dire que la crise a été avant tout une crise de service, pas une crise industrielle, ce qui veut dire que le rattrapage à venir, il va se faire du côté des services. Et si vous regardez en termes d'allocation, pour ça, l'Europe est assez intéressante. Et on est juste neutre sur les émergents, sur la Chine, contrairement à pas mal de confrères. Qu'est-ce qui vaut cette prudence moi, je reste déjà très prudent sur les émergents de façon générale parce que, en termes de financement, ça s'est mal passé l'année dernière. Quand vous regardez en termes de dette, ils n'ont pas pris beaucoup de dette, mais par contre, le coût de la dette lui a continué de monter terriblement. Donc c'est une zone qui, moi, me paraît un peu compliquée. En termes de devises, on voit bien qu'ils ont beaucoup souffert et je ne suis pas sûr que les devises soient amenées à se redresser beaucoup. En termes sanitaires, c'est des zones, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pour le moment sont complètement à l'écart en termes de vaccination. Donc pour moi, ce n'est pas forcément la zone qu'il faut privilégier. Pour ce qui est de la Chine, pour moi, elle a bénéficié de circonstances extraordinaires l'année dernière, puisque c'était grosso modo la zone industrielle qui pouvait produire pour le reste du monde. Ce qui veut dire que par effet de base, en réalité, elle aura une dynamique qui va de nouveau être moins forte. Quand je regarde la situation des dettes en Chine, moi je reste toujours inquiet parce qu'elle était moche avant, donc elle n'a pas pu s'arranger l'année dernière. Donc moi je me méfie toujours à ce niveau-là de la situation d'endettement de la Chine. En termes de structuration de l'économie chinoise, on voit bien que la consommation ne reprend pas, les ventes de détail ont baissé l'année dernière, alors même que voilà, c'est le premier à être ressorti de sa consommation. Il faut une communication absolument magnifique à montrer des Chinois sans masque faisant la fête, mais dans la pratique, la consommation, elle s'est mal portée en Chine. Et ils ont toujours un modèle qui est très orienté exportation. Donc pour moi, on est dans un modèle qui n'arrive pas à se transformer. Alors peut-être que ça viendra et peut-être que je changerai d'avis à ce moment-là à l'égard de la Chine. Mais pour moi, les fondamentaux sont encore déséquilibrés. Trop déséquilibrés. Donc je suis pas à l'aise sur cette thématique. Bon. Je
pas, sur les émergents, sur la Chine, parce que c'est vrai que c'est quand même le grand call un peu consensuel depuis quelques mois. Hein. Ceci étant, si on regarde le MSCI China, c'est les valeurs chinoises cotées à Hong Kong, depuis 2 mois, ça n'arrête pas de surperformer avant. Maintenant, les indices locaux restent mieux orientés, mais c'est un peu plus spéculatif et tout le monde n'y a pas accès. Non, mais je partage beaucoup de ces opinions. Je voudrais juste quand même, quand vous me dites est-ce que je suis vraiment optimiste ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut surveiller, on se pose parfois des questions sur la valorisation des marchés. Quand je regarde la valorisation absolue des indices, je suis évidemment un peu, comme tout le monde, effaré, parce qu'on est sur des niveaux qui ressemblent un peu à ceux de l'an 2000. Mais ça, c'est les niveaux absolus, avec des taux qui sont extrêmement bas. Donc si on le regarde maintenant en relatif, c'est-à-dire en comparant la cherté des actions et des obligations, là, on a encore de la marge. D'accord. Donc on est encore dans le rationnel. On est encore dans quelque chose de rationnel. Oui, on a des primes de risque qui sont encore 20% au moins au-dessus des moyennes historiques. Même pas des points bas qu'on avait pu connaître en 2000 ou en 87. Donc, de ce point de vue-là, on est en très, très début de cycle, si je puis dire, parce qu'on vient juste de réduire un petit peu les primes de risque. Il n'est pas possible que dans ce cycle, qui peut durer peut-être 5 ou 10 ans, j'en sais rien, on ait des alertes à un moment donné, parce que les marchés vont vite, et si à un moment donné, il y a une remontée des taux d'ici 1 an et demi ou 2 ans, on aura peut-être un problème temporaire de valorisation, même en termes de primes de risque. Comme on l'a connu, rappelez-vous, on en avait parlé ensemble en janvier 2018. Quand le taux américain était remonté à 3,25, ça passait plus en termes de primes de risque sur le marché américain, surtout sur les valeurs de croissance. Donc, il faut continuer à le surveiller, mais on a encore un petit peu de temps devant nous. Après, si on parle de l'aspect spéculatif du marché américain, ou même parfois des marchés européens, on en a quand même beaucoup d'exemples sur des petites valeurs, sur des grosses, je sais pas, Tesla, je sais pas si c'est... Oui, mais on regardait Amazon il y a 4-5 ans, c'était aussi... C'est quoi? C'est des espèces de soupapes où l'argent spéculatif va s'investir, doit trouver à s'investir. Il y a énormément de liquidités, d'une part, mise sur le marché par les banques centrales. Beaucoup de ménages dans les pays développés ont peu consommé et ont donc une capacité d'épargne importante. Et puis pour peu qu'ils soient un peu confinés chez eux ou qu'ils soient en télétravail, il y a quand même un regain d'activité sur les marchés financiers de la part des ménages. Même en France, où on a vu un retour cette année dernière des ménages vers la bourse, à mon avis c'est timide. Hein. Mais donc on est... Quand on me dit est-ce qu'on est dans une bulle, non, on n'est pas dans une bulle, mais on est en train de commencer à gonfler une petite bulle. Bon. Voilà. Mais bulle, ça peut durer des années. Oui, je comprends. C'est pas encore le signal d'alarme ultime. Bon. Pour conclure, Vincent Lecartier. Non, simplement, vraiment, très rapidement, sur les valorisations, pour moi, elles sont absolument incomparables. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, les taux d'intérêt étaient à 12 ou 13%. Aujourd'hui, on est grosso modo à 0 à 2% pour les entreprises. Quand j'ai commencé, on était aux alentours de 35% sur la fiscalité. Aujourd'hui, on est plutôt à 25%. Et la répartition qui se faisait des profits entre les ménages, enfin entre les salariés et les actionnaires, n'était pas du tout la même. Donc, ça n'a rien à voir. Donc il faut arrêter de comparer les choses qui ne sont pas comparables. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous deux d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Lecartier, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Vincent Genzi, pardon, j'ai tellement de Vincent Genzi, le stratège de Cholet Dupont, qui étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Et c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir consacré à une thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des biotech. Et on en parle avec un spécialiste, Sacha Pouget, qui est avec nous par téléphone, directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Bonjour et bienvenue, Sacha. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Oui, je voulais qu'on parle avec vous des enjeux 2021 pour le compartiment des biotech. Et on peut se focaliser sur les biotech françaises, bien sûr, qui nous intéressent en premier lieu. Déjà, peut-être rappeler le point de départ, c'est-à-dire le segment des biotech en général, y compris les biotech françaises, a connu une année 2020 spectaculaire, que ce soit sur le plan des performances boursières, mais également sur le plan des levées de fonds, Sacha. Voilà, à tous les points de vue, disons que les valeurs du secteur ont été véritablement recherchées par les investisseurs en 2020. Et lorsqu'on regarde un petit peu en rétrospective, mais d'un point de vue global, on a pu constater, au-delà de la France, qu'il y avait un véritable intérêt, puisque toutes les zones géographiques, sans exception, ont été touchées par cette fièvre d'achat sur les valeurs de biotechnologie
en 2020. Donc, sur l'analyse rétrospective que nous, on a pu conduire, sur les 1113 biotech qui sont cotées dans le monde, eh bien, on a pu se rendre compte que l'Europe avait surperformé avec une progression de 73% l'an passé. On se paye même le luxe de battre les États-Unis qui ont connu une progression de 63%. Et l'Asie aussi n'a pas été à défaut, puisque eux ont progressé en moyenne de 55% l'an passé. Donc la France est bien placée dans tout ce contexte-là, avec une progression de 75%, ce qui la place au 6e rang des meilleures performances sur le marché des biotechnologies en 2020. Avec un secteur français qui avait quand même pris un peu plus de retard que les autres pays européens, notamment ces dernières années, Sacha, si on peut le redire d'un mot peut-être. Mais alors voilà, tout à fait. On revient. J'ai lu que les biotech françaises revenaient sur leur niveau de 2015, qui était le début de la mauvaise passe, on va dire, pour les biotech. Alors en 2020, nous avons pris 2,5 milliards de valeur boursière pour nos 38 biotech cotées sur Paris, ce qui est l'équivalent finalement de 2015. Et là, on vient effectivement de dépasser le précédent record de mi-2015, du 20 juillet 2015, c'est ça, d'accord. À savoir 8,6 milliards. Là, on est au-dessus de 9,6 milliards maintenant, donc on les a pulvérisés, ce record d'il y a plus de 5 ans maintenant. Et on se retrouve avec des niveaux de valorisation qui ont, c'est simple, qui n'ont jamais été vus. On se rapproche des 10 milliards d'euros au total sur les sociétés qui opèrent dans le thérapeutique. Donc c'est très, très conséquent. Et si on regarde même en prenant cette fois-ci les medtech, donc les dispositifs médicaux, qui concernent au total 68 biotech et medtech cotés en France, eh bien on est sur une progression en 2020 de 260%. Donc ça a été une ruée, j'ai envie de dire, vers tout ce qui est traitement, diagnostic et vaccin. C'est vraiment le constat qu'on a pu faire avec aussi des belles levées de fonds. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que les biotech, que les medtech sont au plus haut en termes de prix et de valorisation et qu'elles ont les poches pleines, puisqu'elles ont réalisé des levées de fonds importantes au cours de l'année 2020, quels sont les enjeux pour 2021, Sacha ? Où est-ce que vous placez le curseur ? Est-ce que la barre est très très haute ? Est-ce qu'il y a des risques de déception désormais ? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut lire les choses ? Ou est-ce que non, c'est une année qui bénéficie peut-être, qui pourrait encore bénéficier au secteur des biotech ? Alors, déjà, un mot sur... comme tout le monde le sait, en fait, en termes d'innovation, lorsqu'on investit dans les technologies et qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, c'est beaucoup de recherche et développement, beaucoup de dépenses commerciales, etc. Donc, ça requiert beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie et donc beaucoup de financement. Et de ce point de vue-là, 2020 a été exceptionnel puisqu'on a levé pas moins de 1337 millions d'euros, ce qui était du jamais vu puisqu'on a dépassé le plus haut de 2015 qui était 1032 millions d'euros. Donc, grâce à cela, nos biotech françaises, on va dire, ont étendu leur horizon d'investissement, et puis sécurisé aussi également leur autonomie financière. Donc, ça va leur permettre quoi ? Eh bien, tout simplement de pouvoir investir dans la R&D et donc d'avancer avec leur programme. Et c'est essentiel parce que c'était pas ce qu'on avait constaté les années précédentes. Par exemple, sur les levées de fonds, on est en hausse de 60% en nombre et on est en hausse de 53% en montant levé. Donc maintenant, on va dire, les sociétés françaises ont vraiment une visibilité pour mener à bien leur programme clinique et ça, c'est véritablement du jamais vu. Ce qui est du jamais vu aussi, c'est les partenariats. Parce qu'en 2020, nous avons eu 251 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de nos biotech grâce à des partenariats. Alors maintenant, pour répondre précisément à votre question, Grégoire, peut-être qu'il y aura en 2021 un back to basics, un retour vers les fondamentaux, après quelques exubérances sur certains titres, après aussi des annonces sur le Covid qui ont pu intéresser de nombreux investisseurs. Peut-être y aura-t-il une manière d'être peut-être plus sélectif et de regarder le fondamental sur ce que vont délivrer véritablement dans leurs annonces, sur leurs avancées cliniques, les biotech françaises. Alors évidemment, celles qui ont pivoté en partie au moins vers le Covid, il va falloir quand même assurer que l'activité peut être éventuellement pérennisée.
pourquoi pas. Je pense aussi à toutes les biotech qui n'ont pas forcément joué la carte Covid, si vous me passez l'expression, Sacha, et qui ont vu certains de leurs programmes prendre beaucoup de retard, justement en raison de la pandémie et de la complication que ça apportait pour mener des études, des tests cliniques auprès des populations de patients. Là, il y a un vrai moment de vérité pour ces entreprises-là, Sacha. Oui, tout à fait, effectivement. De par le fait que les hôpitaux étaient gelés au niveau des recrutements des patients pour mener des études en dehors du Covid, il y a eu des retards qui se sont accumulés dans le développement des produits en clinique. Et donc, on va avoir en 2021, finalement, toute une salve de résultats avec ce décalage qui va être annoncé, et donc un news flow très robuste, très dense, pour de nombreuses sociétés. Parmi elles, on va trouver Abivax, on va retrouver aussi Erytech, on va retrouver Quantum Genomics, enfin beaucoup de sociétés qui vont publier des résultats décisifs sur leur programme clinique, et donc ça va être un news flow très dense, puisqu'on va récupérer d'une certaine manière le news flow qui avait été gelé pendant 6 mois en 2020. Bon, terminons quand même avec le match États-Unis-France ou Europe. Vous parliez effectivement des performances boursières des biotechs européennes, françaises versus les biotechs américaines sur 2020. Donc on emporte le match, c'est ce que vous disiez de ce point de vue-là, Sacha. Quand on regarde quand même la valorisation, la taille de la capitalisation boursière, on a toujours quand même deux mondes à part. On se demande d'ailleurs même, est-ce qu'il y a une bulle qui est en train de grossir là autour de ce secteur biotech américain en l'occurrence? Alors effectivement, lorsqu'on regarde les valorisations des biotech américaines, alors il y en a 520 qui sont cotées aux États-Unis, et au moment où je vous parle, eh bien il y en a 163 qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars. Pour prendre en comparaison ce chiffre, en Europe, par exemple, on n'en est qu'à 31. Donc, et pour la plupart des sociétés qui, évidemment, ne font pas de chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de promesses aussi faites dans ce secteur, avec tout ce qui est l'ARN, la génomique, la médecine de précision, enfin, de vraiment de bonnes technologies d'innovation, mais aussi des valorisations tendues, puisque là, on se rend compte que il va falloir maintenant aussi justifier d'une certaine manière toutes ces attentes. Et donc, c'est ça peut-être le risque, mais plus aux États-Unis, j'ai envie de dire. En France, lorsqu'on regarde un petit peu le différentiel, le gap de valorisation, comme on dit, le différentiel qu'on peut constater en France par rapport aux États-Unis en termes de valorisation, on constate qu'une valeur française est 7 fois moins valorisée. Alors, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait observé par le passé. Donc, aux États-Unis, s'il n'y a pas de rachat, s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, s'il y a beaucoup d'échecs, les valorisations sont ultra tendues. Par contre, ce n'est pas encore le cas. En France, on a véritablement, je pense, avant que ce soit tendu, 30 à 40% de récupération au niveau des cours. Si on regarde la médiane et si on regarde aussi la moyenne, c'est ce que nous indique en tout cas ces niveaux de valorisation. En France, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Merci beaucoup Sacha pour votre éclairage toujours précieux sur ce segment si particulier, si prisé de la cote également, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le segment des biotech, des medtech également, on en a parlé avec vous. Sacha Pouget qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Ainsi se termine Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.